Bonjour et bienvenue sur Plan B. Aujourd'hui, nous recevons Arthur Keller. Bonjour Arthur. Cyrus, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez retrouver toutes nos interviews et tous nos articles de blog sur www.planb.info avec un S à plan, puisqu'il y a beaucoup de plans B et nous y sommes tout à fait ouverts. Aujourd'hui, avec Arthur, nous allons parler de résilience, un concept qui est à peine devenu à la mode et qui déjà est un peu galvaudé. Il y a des interprétations un petit peu dans tous les sens, des erreurs dans l'emploi du terme et du concept. Nous allons parler avec Arthur de ce qu'est véritablement la résilience, ce que ce n'est pas, en quoi ça diffère par exemple d'une approche risque classique, en quoi ça diffère de la transition écologique. Parfois, transition écologique et résilience sont presque employées de manière interchangeable. Arthur va nous faire part de ses lumières, mais avant ça, Arthur, est-ce que tu peux te présenter ainsi que ton activité ? Je peux. Je suis donc un expert aujourd'hui sur les risques systémiques. Donc on va en parler très rapidement, mais c'est une catégorie de risques qui, d'une part, remettent en question beaucoup de choses dans le système, dans les sociétés dans lesquelles nous vivons, et d'autre part également, c'est des risques qui ne sont pas que systémiques dans leurs conséquences possibles, mais également dans leurs causes, qui viennent de malfaçon quelque part dans la manière dont le système dans lequel on vit est construit. Donc je travaille sur les risques systémiques et derrière, comment on se prépare à ces risques systémiques, et donc notamment, parce que ça ne s'y restreint pas, mais sur beaucoup par la résilience. Justement, donc ça c'est mon expertise. Après mon activité, j'ai des activités de conférencier et d'auteur, j'ai des activités où je forme des gens, et notamment des élus à la résilience territoriale. Je donne des cours. Ce matin j'étais dans une école d'ingénieurs, Centrale Supélec, où j'ai donné un cours sur de la modélisation des systèmes appliqués à un certain nombre de choses dont on va parler, mais appliquées au système Terre en fait. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Je suis expert pour certaines agences publiques. Je travaille sur un projet avec l'ADEME, un projet avec le CEREMA également, qui ont une super équipe très bien sur la résilience. Ils sont très forts, ils sont très bons. Et je ne peux pas dire ça de tout le monde. Mais ils sont vraiment bien. Et puis voilà, j'ai été sur la résilience, j'ai été également auditionné cet été dans le cadre d'une mission d'information sur la résilience nationale par l'Assemblée nationale. Bon, je ne sais pas si tu voudrais en parler, mais bon, ça, c'est un morceau. Ça, on va en reparler parce qu'il y a nécessité effectivement de clarifier plusieurs choses. On va mettre le lien vers ton cours à Centrale Supélec. Donc, ça fait 3 heures. Vous avez le loisir d'aller regarder. 3 heures plus, si vous voulez, 2 heures de questions-réponses. Ah, bravo. Juste avant de plonger dans le dur, comment réagissent justement tes étudiants face aux présentations que tu peux faire sur les questions de résilience ? Il n'y a pas une réponse générale parce qu'il y a vraiment tous les cas de figure, quoi. Il y en a qui sont très, très à l'écoute. Là, je pense quand même qu'on peut dire qu'une majorité de gens écoutent attentivement et trouvent ça intéressant et peut-être même qu'il y a pas mal de remises en question derrière dans la cogitation. Voilà, ça c'est, je pense, le cas de pas mal d'étudiants. Voilà, et je dirais une courte majorité dans ce cas-là. Et pour le reste, c'est très variable, mais il y en a qui sont évidemment totalement réfractaires. Et puis il y en a qui s'en fichent, quoi. Il y en a qui s'en fichent. Manifestement, ils ne sont pas là pour ça, ce n'est pas leur centre d'intérêt. Voilà. Donc il y a vraiment tout. Je note qu'il y a quand même un intérêt accru de la part de certaines écoles pour les sujets que je porte et pour la manière que j'ai systémique d'aborder ces sujets. Mais pour l'instant, c'est quand même presque exclusivement des écoles d'ingénieurs. Et donc je le déplore un peu. Ce n'est pas que je n'aime pas les écoles d'ingénieurs, mais c'est que j'aimerais bien qu'il y ait autre chose. Voilà. Moi-même, j'enseigne en ce moment dans une école de commerce, donc l'EM Lyon, un cours intitulé « Les futurs durables », qui vise justement un peu à faire sortir les étudiants des sentiers battus, déjà désapprendre, se dire qu'il y a plusieurs bonnes réponses à une question, voire pas de bonnes réponses à explorer. Donc un peu l'inverse de ce qu'ils ont fait en prépa où il y a une bonne réponse et il faut reprendre les cours. Et donc c'est un cours vraiment visant à faire de la prospective. J'ai fait un petit test, un petit sondage à main levée. Qui a vu la courbe de l'INSEE sur ce que fait le PIB depuis 50 ans, c'est-à-dire la croissance du PIB? Personne. Je dis, c'est quand même l'indicateur que vous êtes surentraînés comme des soldats à maximiser et personne n'a vu ce que ça fait depuis les années 60. Eh bien regardez, ça fait ça. Donc dans les années 60, c'était plus 5% par an et puis ça décline et aujourd'hui c'est à plus 1% par an.
Donc c'est un monde très différent de celui que vos aînés ont eu à gérer. Vous allez devoir gérer un monde à croissance molle, sans parler de problèmes écologiques. Bon, revenons-en. Oui, et aînés qui sont ceux qui leur donnent les cours, j'imagine. En plus, oui. Donc ça vise à effectivement faire prendre connaissance de ce genre de choses, mais sans non plus se poser comme « ça y est, j'ai tout compris, vous allez vivre dans un monde contraint à faible croissance ». Mais c'est l'idée de montrer que voilà, il y a des choses à remettre en question. C'est très bien, ça bouge aussi à HEC, j'ai entendu parler. Je ne sais pas encore si je serai appelé pour participer à ce qu'ils font, mais il y a une transformation dans le cursus qui est loin d'être négligeable. Donc, bon, voilà, ça commence à bouger. Non, super. Non, en tout cas, voilà, tu es sollicité dans les milieux académiques, dans les milieux étudiants, dans les milieux politiques, dans les milieux économiques pour parler de résilience. Est-ce qu'on peut démarrer par définir cette notion? Oui. Bon, la définition de base, même si je vais en faire une interprétation personnelle, mais globalement, je n'invente rien. La résilience d'un système, parce que attends, déjà, parlons d'un système. Hein. Quand je dis un système, c'est différents éléments, des gens, et, je sais pas, des entreprises, des institutions, enfin, c'est une société en fait. Et moi, ce qui m'intéresse déjà, ce sont les systèmes socio-écologiques, c'est-à-dire les sociétés humaines en interaction avec un environnement et des ressources, et puis un climat. Et voilà. Donc le système Terre, ce qu'on appelle le système Terre. Donc c'est bien ces systèmes-là qui m'intéressent. Donc, dans ce contexte-là, la résilience d'un système, c'est sa capacité à résister dans un premier temps à un choc, une perturbation, qui peut être exogène venant de l'extérieur ou endogène venant de l'intérieur d'ailleurs. Résister à un choc, c'est-à-dire que si le choc ne dépasse pas un certain seuil, rien ne change ou pas grand-chose, quoi. Mais si justement l'impact est trop fort, sa capacité à être flexible face à cet impact, à se tordre, se déformer, passer en mode dégradé, s'adapter pour le gérer au mieux d'une manière, on va dire, digne, sans se casser la gueule, sans s'effondrer, et ensuite sa capacité à remonter et à terminer à un niveau de résilience qui peut être au moins égal à celui antérieur face à de futures crises potentielles. Voilà. C'est ça globalement l'évolution de la résilience. C'est une définition assez basique en fait. Ouais. Voilà. Dit comme ça, si je me fais l'avocat du diable, c'est une approche qui vise surtout à traiter les symptômes et pas les causes de la perturbation. Ouais, non, pas vraiment. Enfin, c'est-à-dire que une fois qu'un risque se transforme en crise, effectivement, la résilience en action, c'est cette capacité à gérer une fois que... Voilà. Mais ça n'empêche pas, malgré tout, de réfléchir. Ça n'empêche pas. Au contraire, c'est absolument important de réfléchir justement aux causes fondamentales qui peuvent générer des risques et puis des crises, et de construire, en prenant ça en compte, la résilience, donc de mettre en place certaines choses, certaines façons de faire et de fonctionner ensemble en anticipation de ces possibles crises. Voilà. Et alors pourquoi systémique? Oui, alors je parle de résilience systémique parce que je parle de risque systémique. Et derrière, ça peut déclencher des crises systémiques. On a bien compris que la crise, c'est la matérialisation d'un risque. Donc, je parle de risque systémique. Et les risques systémiques, en fait, c'est un petit peu compliqué parce que le mot systémique s'applique à deux choses, aux causes et aux conséquences. Donc, il y a d'un côté des risques qui ont le potentiel d'impacter tout un système, ou en tout cas des pans énormes d'un système. Et on appelle ça des risques systémiques. Mais aussi, il y a des risques qui sont systémiques par leur cause. C'est-à-dire que c'est parce que le système fonctionne comme il fonctionne que ces risques existent. Voilà. Et donc, moi, aujourd'hui, en tout cas, ce sur quoi je travaille, ce sont des risques systémiques, à savoir des risques qui sont à la fois... Alors des fois, c'est la cause, des fois, c'est la conséquence, et des fois, c'est les deux. Mais on peut dire, par exemple, que le dérèglement climatique est un risque systémique. On peut dire que l'érosion de la biodiversité et ce qu'elle entraîne, ce qu'elle implique, c'est un risque systémique, que la déplétion d'un certain nombre de matières premières, de ressources, ça génère des risques systémiques, qu'il y a des instabilités écologiques qui génèrent des risques systémiques, que on nous a, enfin, voilà, biodiversité, mais bon bref, qu'il y a l'accès à certaines ressources, et notamment l'eau, également ça peut être un risque systémique, qu'on a des dégradations d'infrastructures. On a construit beaucoup d'infrastructures. Il faut maintenant les maintenir et on veut en construire encore plus. Mais maintenir des infrastructures, c'est énormément d'énergie et énormément de matériaux, notamment du sable, et on arrive sur une pénurie de sable de construction. Voilà, les gens ne le savent peut-être pas, il y en a qui le savent, mais donc aujourd'hui, la Burj Khalifa, le plus haut building du monde à Dubaï, tout en plein milieu du désert, enfin en plein milieu, en bordure du désert soit-il, ce Burj Khalifa, il a été construit avec du sable importé d'Australie, par exemple. Il y a une pénurie de sable. Bon, et donc, la dégradation des infrastructures est inéluctable.
Jusqu'à un certain point, comment? C'est pas un truc qui va prendre une semaine, ça va prendre des décennies, mais c'est inéluctable. Et moi, je m'intéresse comme ça à des grandes tendances qui vont avoir des impacts majeurs sur la société, et des tendances qui durent, des tendances lourdes, qui durent pendant des décennies. Et, dans un certain nombre de cas, qui sont irréversibles. C'est sans retour en arrière possible. Donc ce que je dis un peu, mais je ne vais pas développer là, ce que je dis un peu dans mes conférences, c'est que nous sommes dans un cas de figure où quoi que nous fassions, ce n'est pas une question de volonté politique ou autre, ce n'est pas une question de technologie ou que sais-je, quoi que nous fassions, nous allons subir parce qu'on ne l'a pas préparé, on pourrait l'anticiper, mais on ne le fait pas. Donc on va subir une descente énergétique et matérielle, c'est-à-dire moins d'énergie et moins de matières premières. Certains vont me dire, oui mais là, Keller, qu'est-ce qu'il raconte? Parce qu'on développe des renouvelables, on développe ceci, etc. Oui d'accord, certes, mais au niveau global, donc ça je fais une moyenne globale et ce sera évidemment très disparate et très inégalement réparti sur l'ensemble de la Terre, mais ceux qui pensent, parce qu'ils sont privilégiés, qu'ils ne seront pas touchés, se tirent j'allais dire tirer une balle dans le pied, oui aussi, non mais je voulais dire se mettre un doigt dans l'œil, je voulais dire, se font des idées, ils ne seront peut-être pas les premiers touchés, ils résisteront peut-être un petit peu plus que les autres, un petit peu plus longtemps, mais pas tant que ça. Au final, nous allons tous devoir subir une descente énergétique et matérielle parce que la pression que l'humanité, que les activités humaines exercent sur le système Terre est supérieure à ce que le système Terre peut encaisser et que quoi qu'on fasse, la courbe quelque part de cette pression va repasser en deçà de la courbe qui représente la capacité du système Terre justement à encaisser et sa résilience finalement quelque part. Donc voilà, parce que quoi qu'on fasse, cette courbe va repasser en dessous, c'est une descente énergétique et matérielle que nous ne pourrons qu'affronter. Donc soit on l'anticipe et c'est bien, on peut la piloter jusqu'à un certain point, mais comme on ne le fait pas jusqu'ici, on va la subir. Donc tout ça, je termine, tout ça, le contexte, tous ces contextes, ce sont des risques systémiques. Et c'est radicalement différent, et c'est ça, il faut bien le comprendre, des risques au sens traditionnel du terme. On a aujourd'hui des experts du risque, des experts de la modélisation, de la prévention des risques, et derrière, des experts de la gestion de crise, dont l'intégralité du paradigme de pensée et tous les outils dont ils disposent, les logiques, les dispositifs qui existent, tout ça considère que les risques sont des événements qui peuvent se produire, futurs, qui sont limités dans l'espace et dans le temps. Donc typiquement, il y a une disruption à un endroit, c'est localisé, géolocalisé, puis ça va durer quelques jours, quelques semaines, quelques mois peut-être, allez. Et dans ces cas-là, on a des dispositifs qui existent, on a des personnels qui sont spécialisés, qui peuvent intervenir, on a des moyens pour ça. Tous ces moyens dépendent du pétrole, tous ces moyens demandent de l'énergie, tous ces moyens demandent que le reste du système continue de fonctionner plus ou moins bien par ailleurs. Typiquement, on a les plans Orsec, organisation des secours en France, donc s'il y a une zone sinistrée, hop, plan Orsec, c'est bon. Mais face à des risques systémiques qui sont des processus et non pas des événements, sur des décennies, nous n'avons rien de prévu. Rien, zéro. Face à ça, on a besoin plus que jamais de résilience. Bon, mais là, après, je te laisse la parole parce que je ne vais pas non plus parler pendant 25 minutes tout seul, mais globalement, pas n'importe quel type de résilience. Je dirais juste, pour terminer cette réponse, qu'il y a un certain nombre de résiliences très spécifiques, thématiques, la résilience de certaines choses vis-à-vis de certains types de risques, ok. Dans plein de secteurs, dans plein de domaines, on utilise ce mot. Mais il y a aussi autre chose, et là, déjà on perd tout le monde là, quand on arrive là-dessus, qui est la résilience, au sens absolu du terme. Et c'est de ça qu'on a besoin, mais si tu veux, je développe après. On va en parler, une réaction et, qui me permet après d'enchaîner sur une question. Sur la descente énergétique, en quelque sorte, elle est statistiquement déjà engagée, c'est à peine une prédiction. Bon, pour un certain nombre des pays, donc quasiment tous les pays d'Europe, on consomme déjà de moins en moins d'énergie depuis une quinzaine d'années, donc de moins en moins de pétrole, de moins en moins de gaz, de moins en moins de charbon. La consommation d'électricité, alors dans un pays comme la France, est stable. Après, bon, bah voilà, toutes nos centrales nucléaires ont été construites dans les années 80 et 90. Elles vont donc toutes arriver en fin de vie au même moment, on peut les prolonger, mais bon, globalement, on en démantèle plus qu'on va en construire, enfin on a du mal à en construire de nouvelles, et bon, on peut faire le pari qu'on va installer plus de capacités de génération d'électricité renouvelable qu'on ne perd de capacité nucléaire, mais ce n'est pas non plus gagné d'avance, donc il y a une sorte de descente. Alors est-ce qu'elle est subie, choisie et tout? Alors là, on ne va pas trop rentrer là-dedans, parce que là, je pourrais moi aussi développer des heures, mais il y a une sorte de descente déjà engagée, et ça ne pourrait être que le début. Non, mais les deux, c'est-à-dire qu'il y a une partie engagée, consentie, j'ai envie de dire, ou organisée, mais elle ne sera pas suffisamment rapide pour permettre d'éviter la partie subie de la descente. Grosso modo, sur le pétrole, oui, il y a une diminution de la demande, mais elle ne sera pas assez rapide pour ne pas subir un choc de l'offre aussi. Oui. Voilà.
Non, je suis globalement d'accord. Une partie de ce que la France a déconsommé vient par exemple du remplacement des chaudières fuel par des chaudières électriques, donc c'est plutôt bien piloté. Il y a des aspects plus subis malheureusement. Sans entrer davantage dans la crise énergétique actuelle aussi, parce que je ne veux pas surtout réagir à chaud à quelque chose qui est assez peu visible, mais on va obtenir des réponses dans les prochains mois. Mais en tout cas, il y a des soucis sur le pétrole en ce moment, sur le gaz, sur le charbon, même sur des contraintes d'approvisionnement en uranium. Et j'ai même lu qu'il y a un phénomène cyclique météorologique qui pourrait faire qu'on manquerait de vent les prochains mois. Ça, donc, non, mais c'est intéressant. Tout ça pour dire, en réaction, ça m'amène à la question que je voulais poser, la réponse à tout ce que tu dis, pour moi, je me dis spontanément, bah, tiens, c'est la transition écologique. Donc gagner en sobriété pour à la fois atténuer les chocs écologiques et s'y adapter, parce que plus on est sobre, moins on sera vulnérable face à des ruptures d'approvisionnement, et plus on fait une bonne transition, plus on atténue les chocs futurs. Peux-tu du coup nous expliquer en quoi la résilience diffère de la simple transition écologique, parce que j'entends beaucoup les deux termes employés de manière interchangeable. Bon, alors merci. C'est assez fondamental et c'est un vrai problème pour moi. C'est un vrai problème pour moi parce qu'aujourd'hui, le mot de résilience, le concept de résilience, il est de plus en plus utilisé, en tout cas dans certains milieux. Et il y a des amalgames terribles qui sont faits. La loi climat et résilience dans la politique. Alors ça, c'est encore autre chose. Je n'avais pas parlé de ça, mais je peux rapidement parler de ça. Parce que moi, j'allais parler de gens de bonne foi, si tu veux, qui utilisent le terme de résilience de bonne foi, mais en fait, ils ne se rendent pas compte que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça la résilience. Et c'est, à mon sens, aujourd'hui, l'essentiel. C'est-à-dire la plupart des utilisations du mot résilience que l'on voit, c'est par des gens qui veulent bien faire, mais qui ne se rendent pas compte qu'ils sont hors sujet ou pas complètement dans le sujet. On va y venir. Mais donc, juste pour réagir à ce que tu viens de dire, il y a aussi des récupérations ou des opportunismes politiques ou idéologiques. Donc là, aujourd'hui, effectivement, on a une loi climat et résilience. Ce n'est pas Keller qui, tout seul dans son coin, qui le dit, mais il n'y a quasiment rien à voir avec la résilience, en fait. Le Haut Conseil pour le climat a publié, je crois que c'était en février dernier, un avis dans lequel ils disent bien, attendez, oh là, la résilience, c'est ça. Et quel est le rapport avec le projet de loi? Pour autant, malgré cet avis qui était relativement clair, bon, ils ont gardé le mot. Donc on a une loi climat et résilience où il n'est pas question de résilience. C'est un terme tendance, Macron l'utilise à toutes les sauces. Depuis le coronavirus, encore plus. Mais... Oui, non, bien sûr, il a casé ça, il a compris qu'il y avait quelque chose là. Donc nous avons en tout cas ça, et je ne sais pas si tu sais aussi qu'on a un plan national de relance et de résilience qui existe. Mais c'est une blague, quoi. Dans ce plan national de relance et de résilience, la seule partie qu'ils appellent résilience, en fait, c'est assurer, en tout cas essayer d'assurer certains approvisionnements pour les industries françaises. Voilà, donc, ok, il y a une petite dimension résilience, mais on n'est pas du tout dans la résilience, on est plutôt dans la consolidation, plutôt dans la robustesse de certaines activités économiques, point barre. Donc, c'est d'appeler ça la résilience, excuse-moi, quoi. On en est très loin. Bon, alors, sinon, il y a ça, il y a des gens qui attaquent à boulet rouge, je vais le dire, puisque tu me tends la perche, j'y vais, quoi. Des gens qui attaquent à boulet rouge le concept de résilience, et il peut y avoir des critiques intéressantes, voilà. Mais il y a aussi beaucoup de critiques qui sont juste à côté de la plaque, et il faut bien le dire. Donc moi, cet été, en juillet, je suis intervenu à l'Assemblée nationale, c'était une audition où on était 3. À côté de moi, il y avait quelqu'un qui a publié un bouquin qui s'appelle « Contre la résilience », il s'appelle Thierry Ribaud, et Thierry Ribaud, que je ne connais pas, mais Thierry Ribaud, il a dit la résilience, c'est ceci, la résilience, c'est cela, c'est ceci, et à la fin, comme il n'aimait pas, il disait donc la résilience, c'est pas bien. En fait, c'est ceci, cela, oui, c'est quoi? Je vais dire. Oui. Mais parce qu'en fait, il n'y a quasiment rien dans ce qu'il raconte qui fait de sens. Thierry Ribaud, c'est quelqu'un qui a apparemment travaillé et vécu au Japon, et post-Fukushima, il a regardé ce qu'a fait le gouvernement japonais, et le gouvernement japonais a mis en place un certain nombre de choses, et lui, il n'aime pas, il critique, et je ne suis pas fondamentalement en désaccord avec les critiques qu'il adresse à ce qu'a fait le gouvernement japonais. Il y a des trucs, je suis d'accord avec Ribaud, pas tout, mais il y a des trucs, je suis d'accord. Il se trouve que le gouvernement japonais, il a appelé ça résilience. Comme en France, on met le mot résilience sur des projets de loi. Mais ce n'est pas parce que le gouvernement japonais appelle ça résilience que c'est de la résilience. Et du coup, Ribaud, il en déduit que donc la résilience, c'est mauvais. Ben non. Alors Ribaud, il nous dit quoi? Que la résilience, c'est pro-technologie, que c'est notamment pro-nucléaire, parce que là-bas, c'était... Non, c'est factuellement faux. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui font de la résilience qui ne sont pas pro-technologie. Il nous dit que la résilience, c'est un truc d'État, c'est une espèce de manipulation, de machine... de mécanismes d'État pour soumettre les gens quelque part et pour faire en sorte qu'ils ne puissent rien faire, si ce n'est s'adapter et accepter la crise. Je ne vois pas d'où il trouve ça. Je veux dire, la résilience aujourd'hui, elle est beaucoup plus bottom-up, elle vient des gens et des citoyens que top-down. C'est juste maintenant que le politique se met à vouloir faire de la résilience, et mal en l'occurrence. Donc non, ça n'a rien à voir. Il nous dit que la résilience également, on ne s'intéresse pas aux causes.
on ne traite que les problèmes sans s'intéresser aux causes, non, je ne sais pas d'où il voit ça. Et puis encore d'autres choses, je n'ai pas tout en tête. On va passer, le but, c'est pas de dire ah, c'est pas bien, mais c'est quand même de pointer ça. C'est-à-dire qu'il y a effectivement aujourd'hui, et parce que le problème, c'est pas Thierry Ribaud, pour moi. Hein. Le problème, c'est la réaction de certaines personnes qui ont vu la vidéo et qui disent « Ah, c'est intéressant, il apporte des nouvelles choses au débat, ça enrichit le débat. » Ça n'enrichit pas le débat. C'est du confusionnisme total, il dit des contre-vérités, ça pourrit le débat. Donc non, il faut réagir vis-à-vis de ça. C'est pas parce qu'on aime entendre des choses qui sont critiques que ces choses-là sont pertinentes. Bon, et puis sinon, je reviens sur quand même pour moi l'essentiel, à savoir qu'aujourd'hui, il y a énormément de gens qui veulent faire de la résilience, ou qui pensent vouloir faire de la résilience, qui ont vaguement compris certaines choses, qui ont compris qu'il y avait des nouveaux risques et qui n'ont pas forcément compris toute la systémique de ces risques. C'est surtout le climat, et puis après certains trucs bien spécifiques. Et puis derrière, ils disent, bon, on va faire de la résilience. Et ils pensent qu'effectivement, écologie et résilience, même combat, quelque part. Bon, alors, il faut débunker ça. Il faut arrêter de dire ça, parce que c'est faux. La résilience, c'est quelque chose de spécifique, dont l'objectif, quelque part, c'est la sécurité. On parle de sécurité des gens, des systèmes, des sociétés. Voilà. L'écologie, c'est autre chose. Donc, et déjà, naturellement, même politiquement, même si je trouve ça complètement débile, la sécurité, c'est plutôt une préoccupation de gens de droite, et l'écologie, c'est plutôt une préoccupation de gens de gauche. Donc même là, il y a un clivage presque. Même si, en l'occurrence, ce n'est pas ce qui s'est passé. Parce que ce qui s'est passé, c'est que comme ce sont les écolos qui se sont appropriés surtout ce concept de résilience, mais maintenant, les gens de droite considèrent que la résilience, c'est une question d'écolo. Mais c'est faux, c'est totalement faux, c'est ridicule. Alors, là, c'est un concept qui intéresse l'armée, qui n'est pas particulièrement un repère de gauchistes. Non plus, voilà. Mais déjà, disons bien une chose. Comme je dis tout à l'heure, il y a une résilience globale, générale, qui est, comme on dit des fois, agnostique vis-à-vis des risques. On est résilient, ou un système est résilient, ou il ne l'est pas. Et s'il l'est, il est vis-à-vis de n'importe quel type de risque. La résilience, c'est un concept qui intéresse l'armée, qui n'est pas particulièrement un repère de gauchistes. Voilà, par exemple. Mais bon, l'armée, c'est dans une acception très spécifique du terme de résilience, de la même manière qu'on peut trouver des gens qui s'intéressent à la résilience des infrastructures, à la résilience de systèmes d'information, à la résilience économique, à la résilience d'entreprises, à la résilience de collectivités territoriales ou d'institutions, ou que sais-je. Et c'est toujours vis-à-vis de quelque chose. Donc c'est de la résilience vis-à-vis du climat, la résilience vis-à-vis de cyberattaques, la résilience sanitaire, résilience alimentaire, résilience... Bon, énergétique. Tout ça, énergétique. Tout ça est très intéressant. Ce sont des acceptions spécifiques dans des registres et dans des contextes spécifiques. Ça n'empêche pas qu'il y a quelque chose qui s'appelle la résilience, qui est donc agnostique vis-à-vis de la nature des risques. On est résilient face à un imprévu, face à une crise, ou on ne l'est pas. Et la nature de ce qu'il faut mettre en place, de ce qu'il faut entreprendre pour devenir résilient au ce sens-là du terme, n'est pas la même nature que ce qu'il faut faire pour être résilient sur le plan du climat, de l'alimentation ou autre. Et la somme de ce qu'il faut faire pour avoir toutes les résiliences, pour cocher toutes les cases, ne constitue pas une résilience au sens systémique du terme. On n'a pas cette résilience-là. Et alors, donc là où c'est très important, c'est déjà, on va différencier donc la résilience et la soutenabilité, on va dire. Est-ce que quelque chose qui est résilient, c'est quelque chose qui est écologique? Bon. Alors, quelques exemples pour vous montrer que non. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement pas le cas. En fait, ça dépend. Des fois, c'est le cas, des fois, c'est pas le cas. C'est juste que ça n'a rien à voir. Mais il y a plein de cas où c'est pas vrai. Je prends un exemple, donc, une voiture. Une voiture écologique, c'est une voiture légère, qui ne consomme pas beaucoup. C'est une voiture qui... accessoirement à de l'électronique pour optimiser peut-être l'injection de l'essence dans le moteur, etc. Et c'est, bon, grosso modo, après évidemment je pourrais en faire beaucoup plus. Alors qu'un véhicule résilient, ça va être un vieux moteur indestructible qui peut fonctionner à l'huile de friture. Voilà, ça c'est un truc résilient, c'est pas écolo. Maintenant, au niveau d'un système, la résilience, ça implique de redonder un certain nombre de choses, de faire et de maintenir des stocks. Ça implique donc des choses en plus. C'est plus d'énergie, c'est plus de matière. On n'est pas dans l'optimisation des flux du tout. La résilience, c'est également mettre en place un certain nombre de redonder des systèmes différents. C'est-à-dire, on a un système qui fonctionne au fioul, on va aussi mettre un système électrique. On double des choses. Donc, ce n'est pas du tout efficace au sens écologique du terme. Et enfin, on a, au niveau d'un grand système, imaginons une ville par exemple, une ville c'est écolo. Ramener au nombre de gens qui fonctionnent, c'est le meilleur
optimum, on peut dire optimum de Pareto pour les gens qui font de la modélisation des systèmes, pour faire survivre cette quantité-là de personnes. Donc une ville, ça concentre les flux, ça optimise les flux d'énergie et de matière entrant et sortant, ça fait qu'on dépense moins d'énergie pour plein de choses, notamment pour chauffer les bâtiments, ça demande moins d'énergie pour chauffer 120 appartements dans un immeuble que 120 maisons individuelles. Donc c'est beaucoup plus écologique la ville, mais c'est moins résilient. Au bout, une grande ville, plus c'est grand, plus c'est écolo, en théorie, hein, mais et moins c'est résilient. Parce que du coup, on est totalement tributaire des fonctions métaboliques de la ville, des entrées, des sorties, et énergie et matière. Voilà. Donc, c'est pas pareil. C'est fondamentalement pas pareil. Et le problème des gens qui, parfois en toute bonne foi, confondent les deux, qui pensent que ça va de pair, il y a même un rapport qui est sorti là-dessus, qui est super bien ce rapport, mais qui fait cette erreur-là, je trouve. Le problème, c'est que, en pensant que c'est la même chose, on ne prend pas conscience de cet enjeu, qui est l'enjeu majeur, je trouve, des prochaines décennies, qui est de réfléchir spécifiquement à comment on crée des systèmes qui soient et résilients et écologiques. Et ça ne va pas de pair. Ça demande beaucoup de travail de recherche et de conceptualisation, éventuellement, si on est sur des choses techniques, de recherche et développement. C'est un travail d'ingénieur aussi. Voilà, et c'est un projet politique aussi à part entière. Il y a un véritable enjeu là qui n'est pas du tout gagné d'avance, parce qu'à certains endroits c'est convergent, mais à la majorité des endroits c'est divergent. Comment on trouve le juste positionnement de curseur qui fait qu'on n'aura pas 100% de soutenabilité et 100% de résilience, mais peut-être un 80-80 qui fait qu'on optimise au maximum les deux. Voilà, c'est le grand enjeu et on passe à côté. C'est très intéressant. Je pense que dans une prochaine émission, ce serait très bien de développer sur ce point-là, sur comment on réconcilie finalement les deux pour en faire un système à la fois écologique et à la fois résilient. Parce que, bon, pour éventuellement répondre à des malentendus, Arthur a des convictions écologiques très fortes aussi. Oui, on ne pose pas les deux. Comme dernière question, est-ce que tu peux aussi clarifier une distinction qui est entre une approche risque classique et la résilience? Ben oui, parce qu'effectivement, on a l'impression qu'on s'intéresse aux mêmes choses, mais en fait, ce n'est pas le cas. Et donc, les réponses doivent être différentes. Je parlais tout à l'heure de mon intervention à l'Assemblée nationale. Les trois personnes présentes, il y avait moi, il y avait celui dont je viens de parler, et il y avait également un troisième monsieur qui s'appelle Freddy Vinet, qui, lui, est expert des risques. Enfin, en tout cas, c'est son domaine. Il travaille sur les risques. Mais pour moi, c'est quand même différent. C'était intéressant ce qu'il a dit, mais c'est un peu différent de l'approche par la résilience, qu'il nous faut par la résilience. Bon, pourquoi? Les risques, dans l'acception habituelle, ce sont des événements qui sont limités dans l'espace et dans le temps, et qui ont une probabilité d'occurrence, en tout cas qu'on évalue d'ailleurs souvent mal en ce qui concerne les risques systémiques, parce que les risques systémiques, c'est particulièrement rare, en fait, historiquement. Ce n'est pas parce que c'est rare historiquement que ça sera rare dans l'avenir. Et typiquement, une pandémie comme celle qu'on vient de vivre, il n'y avait pas énormément non plus de statistiques sur les probabilités d'occurrence d'une pandémie. Donc quand on fait une extrapolation tendancielle dans l'avenir des jeux de données statistiques du passé, on se trompe dès qu'on est sur des choses qui sont vraiment systémiques, parce qu'en réalité, avec ce qui est en train de se passer au niveau mondial, nous avons, peut-être que ça on développera une autre fois, mais nous avons un risque accru de choc vraiment systémique, inédit. Donc si on regarde juste les statistiques passées, la probabilité que ça se produise, c'est zéro en fait, de ce point de vue-là. Alors qu'en fait, des fois, la probabilité, elle est juste proche de 100. On est certain que ça va arriver, on ne sait pas quand, comment, tout ça, mais ça va arriver. Donc il y a des choses comme ça, de cette nature-là. Donc le risque. La concomitance de chocs de nature différente aussi, alors, risques. Il y a différentes crises aussi, ce qu'on appelle les crises hors cadre, par exemple. Il y a les différents types de risques simples, des événements d'une certaine nature, qui se sont déjà produits sous une forme ou une autre. On est capable d'anticiper, on est capable de modéliser jusqu'à un certain point, on est capable d'évaluer ce que ça aurait comme impact, on est capable de mettre, si tu veux, de côté l'argent au cas où ça se produirait, on prend des assurances, etc. Voilà. Et cette approche-là, effectivement, elle considère que ce qui s'est produit va se produire de manière à peu près équivalente, grosso modo. Bon. À côté de ça, donc, comme je disais, on a des risques qui sont plutôt des grands processus à l'œuvre, qui ne sont pas forcément faciles à modéliser, voire pour certains carrément impossibles, il faut être clair. Et déjà, vas-y, le climat, quoi. Modélise le climat. Donc on sait qu'il y a beaucoup de gens qui y travaillent, et c'est assez extraordinaire le travail qu'ils arrivent à faire, mais malgré
tout ça, c'est encore très imparfait. Voilà, donc, et c'est là qu'on met le plus d'efforts sans doute. Il y a beaucoup d'autres natures de risques systémiques sur lesquels il n'y a pas les sur ressources. La biodiversité, on est dans l'inconnu total sur ce que ça peut engendrer comme conséquence. Voilà. Et on sait pour autant que si on fait de la résilience au sens écologique du terme cette fois-ci, si vous avez un écosystème, c'est-à-dire des espèces en interaction, il peut y avoir une espèce qui disparaît ou en tout cas qui est fortement diminuée, le système va se réorganiser. Et puis vous en enlevez une autre, le système se réorganise. Et puis une autre, ça se réorganise. Et une autre, ça se réorganise. Et puis d'un seul coup, on en enlève une de trop ou la mauvaise. Là, ça ne se réorganise plus, ça s'effondre. Voilà. Et il y a des effets de seuil radicaux qui se créent d'un seul coup. Et c'est souvent le cas dans les systèmes complexes. Les systèmes complexes, quand on imprime une pression, une contrainte, une fois de plus exogène ou endogène, le système va se déformer, s'adapter jusqu'à un certain point. Il y a souvent des points de rupture, et ce qui fait qu'à un moment, clac, ça casse. Voilà. Et donc je ne dis pas que ça va se passer, mais je dis quand même qu'il y a de fortes suspicions que ça se passe, qu'il y ait des points de rupture et des moments où assez rapidement, ce n'est pas forcément un jour à telle heure, ça peut être sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois, et peut-être même sur plusieurs années des fois. Mais quand même, plusieurs années, ça peut faire basculer des sociétés entières. Bon, donc on est face à des risques d'une nature complètement différente. La méthode traditionnelle, donc, considère des risques qui sont limités dans l'espace et dans le temps. Quand ça se transforme en crise, il y a une obsession, c'est le retour à la normale. Voilà. Donc c'est hop, hop. On descend, hop, on monte à la normale. Et le but, c'est de maintenir le système. C'est fondamentalement le but de l'anticipation des risques et de la gestion de crise telles qu'elles sont aujourd'hui. Donc je parlais tout à l'heure du fait que s'il y avait une zone sinistrée, il y avait en France le plan Orsec, organisation des secours, très adapté pour cela. Quand il est question, par contre, de risques systémiques, donc ces grands processus, c'est totalement à côté de la plaque. C'est-à-dire ça ne répond à absolument aucun enjeu. C'est là qu'on a besoin de mettre en place cette résilience systémique des systèmes dans lesquels nous vivons, des systèmes socio-écologiques dans lesquels on vit, sociétés humaines, environnement. Voilà. Et une résilience systémique de tout ça, donc moi j'enseigne ça, et je peux donner un certain nombre évidemment de points pour développer cette résilience si tu veux. Mais globalement, on a besoin de développer ça parce que c'est précisément ça qu'il va nous rester, est-ce qu'on est résilient ou pas, une fois que le reste n'aura pas fonctionné. Quand la gestion des risques traditionnels aura montré ses limites et qu'elle ne sera pas capable, que se passe-t-il? Est-ce qu'on est résilient ou pas? C'est là qu'on le verra. Et il ne s'agit pas une fois de plus de résilience climatique, résilience un petit peu, quoi. Mais on parle vraiment d'une résilience globale et générale. Et donc là, tu veux que j'aille sur les différentes dimensions de cette résilience, parce qu'il y en a beaucoup en réalité. On peut conclure par ça, oui. Voilà, parce qu'à la rigueur, je suis un peu embêté parce que ça, je vais parler pendant encore 10-15 minutes. Là. À mon avis, c'est un peu long. On peut aussi éventuellement renvoyer, si tu veux, tu mets un lien vers une conférence au juste timecode, juste au bon endroit, que les gens cliquent dessus et ils verront la partie où j'explique les 18 dimensions, selon moi, de la résilience. Oui, il vaut mieux faire un vrai cours pour approfondir. Peut-être, parce que là, sinon, je vais le faire improviser, ça ne sera pas aussi carré. Et c'est long, c'est multidimensionnel. Donc à ce moment-là, éventuellement, effectivement, je vous renvoie vers... Est-ce que tu pourras donner un avant-goût quand même, balayer certains éléments des 18 dimensions? Mais disons que fondamentalement, souvent l'approche par les risques, c'est une approche qui est top-down, c'est une approche qui est décidée par des gens dont c'est le métier, c'est une approche qui dit on va faire comme ci, comme ça, on va mettre en place tel dispositif, éventuellement on va former certains personnels qui sont spécialisés à ces dispositifs eux-mêmes spécialisés. C'est rare qu'il y ait une dimension où ça intègre la population, ça peut, mais ce n'est pas le cas général. Voilà. Donc c'est souvent comme ça qu'on réagit, pour toujours la même chose, retour à la normale le plus efficace possible, le plus efficient possible. La résilience n'est précisément pas ça. La résilience, je parle de la résilience au sens global du terme, au sens systémique, elle doit venir des gens, c'est les gens eux-mêmes qui sont résilients ou pas. Quand je dis les gens, ce n'est pas individuellement, c'est en tant que collectivité, en tant que système socio-écologique face à un environnement, etc. C'est la résilience à la fois des gens et des écosystèmes. C'est l'ensemble qui doit être résilient dans leurs interactions dynamiques. Voilà. Et ça, c'est beaucoup plus complexe à mettre en place. Donc c'est à la fois beaucoup bottom-up, même si ça n'empêche pas d'avoir du top-down. Je veux dire, on peut très bien avoir, et c'est même le mieux, on peut avoir des élus locaux ont beaucoup de pouvoir là-dessus, qui décident que leur territoire va rentrer en résilience quelque part, et vont mettre en place un certain nombre de choses, prendre des décisions, et surtout agir comme des facilitateurs d'une émergence de plein de projets de résilience au niveau territorial.
Et il y a plein de gens qui ont des projets, il y a beaucoup de choses qui existent déjà, on peut s'en inspirer, mais c'est surtout que les gens, ils ne savent pas, ils n'ont pas la possibilité de le faire forcément. Il faut les inviter à venir sur les territoires et lancer des projets, des chantiers collectifs de résilience pour impliquer les gens. Donc la première chose à dire, c'est que c'est vraiment collectif et ça doit être, autant que faire se peut, divers et inclusif pour que tout le monde participe. Donc on sort de l'entre-soi, on rend ça inspirant au plus de gens possible, pour que des gens qui spontanément n'iraient pas vers ça se retrouvent à avoir une raison d'y aller, et puis finalement ils comprennent, etc. Et ils évoluent dans la façon de voir le monde, et donc de se comporter derrière, etc. Donc ça peut être une chose. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est que c'est transformatif. Alors que la dimension approche par les risques est une dimension conservatrice, qui consiste à protéger le système et à le rétablir dès qu'il dysfonctionne, l'approche par la résilience est à l'inverse de ça. Elle est fondamentalement transformatrice. Et elle est culturelle. Elle y a une dimension culturelle. Dans la culture du risque d'une part, mais pas que. Dans la manière... À la base, c'est presque un projet de société, hein, la résilience. Hein. La résilience, la fondamentale, celle dont moi je parle, c'est-à-dire la résilience systémique des systèmes socio-écologiques, c'est un projet qui a une dimension citoyenne très forte et politique, pas au sens politicien du terme, mais au sens fondamental du terme. Donc c'est transformatif, c'est tout le contraire d'un plan Orsec. C'est très très clair. Écoute, merci beaucoup Arthur. J'ai noté pas mal de points que j'aimerais bien approfondir avec toi lors d'une prochaine émission. Volontiers. Mais merci pour tous ces éclairages et toutes ces clarifications. Enfin, on part quand même sur des bases plus claires pour, je l'espère, que les gens qui nous regardent ou nous écoutent approfondissent le sujet à leur tour. Je peux dire une dernière petite chose. Il y a des débats sur la résilience. Si la notion a une définition globalement acceptée, concrètement, comment on met en place de la résilience dans un système, aussi sur la question de l'évaluation de la résilience, ça, c'est des choses où on défriche. C'est assez récent. Il y a des gens qui travaillent dessus, des gens qui planchent dessus. Il y a des travaux académiques dans le monde anglophone, il y en a beaucoup, très intéressants. Voilà. Et puis, il y a évidemment des gens qui sont plus sur le terrain. Voilà. Mais globalement, ce n'est pas parce qu'il y a écrit résilience que c'en est. Et il y a des gens qui disent ben moi je suis responsable de la résilience, ils veulent faire des choses bien, mais en fait ce qu'ils font, ce n'est pas de la résilience. Et des fois, on s'adresse à eux pour dire alors la résilience, c'est quoi? Et ils donnent leur avis sur ce que c'est que la résilience. Et des fois, ils racontent absolument n'importe quoi parce que cette dimension systémique leur échappe, parce qu'ils n'ont pas lu les travaux académiques. Et en fait, la résilience, attention, quoi. Aujourd'hui, à ce stade, c'est encore un domaine qui est en cours de maturation. Et il faut connaître, pour pouvoir en parler, il ne faut pas s'autoriser à en parler si on ne connaît pas un minimum l'état du débat entre experts de la question. Donc, il y a un débat, et on peut avoir différents points de vue. Pour autant, n'importe qui n'est pas fondé à arriver en disant bah, « ma définition à moi de la résilience, c'est ça ». Et sur cette base-là, à la promouvoir ou au contraire à l'attaquer. Non, n'importe qui n'est pas fondé à ça. Et moi, ce que je te donne sur la résilience, c'est effectivement des travaux personnels, mais c'est surtout à la base aussi parce que ça fait des années que j'ai la tête plongée dans les travaux académiques et de recherche sur ce sujet. Voilà. Et donc la grande majorité, une fois de plus, des gens, ce n'est pas le cas. Et derrière, il y a des gens qui écrivent des rapports sur la résilience. Ils se disent, bon, ben, je vais aller voir des gens qui en font. Mais vous êtes responsable de la résilience dans telle entreprise ou dans telle collectivité publique. Est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, ce que c'est pour vous que la résilience? Et les gens, ils disent, ben voilà, c'est ça, et ça. Et je suis désolé, 9 fois sur 10 sont à côté de la plaque. C'est pas par condescendance ou que je dis ça, mais c'est terrible pour quelqu'un comme moi qui a étudié ça beaucoup, de voir à quel point aujourd'hui le terme est gâché avec des mauvaises et souvent des bonnes intentions, gâché parce qu'on ne comprend pas tous les enjeux qui se cachent derrière. Voilà. Très bien entendu. Mais merci beaucoup Arthur. Et à très bientôt, je sens qu'on va avoir d'autres choses à se raconter. Au revoir.